À 11 ans, ma mère m'a abandonné sur une aire de repos pendant une tempête de neige, me laissant avec un sac à dos et un téléphone presque déchargé pour qu'elle puisse profiter d'un séjour au ski avec son nouveau mari et ses enfants. Quand je l'ai appelée en pleurant, elle m'a dit « Débrouille-toi. Je ne vais pas gâcher mon voyage pour tes caprices. Salut Reddit, j'ai besoin de vider mon sac. » Ma mère m'a largué sur une aire de repos de l'Interstate 25 au milieu d'un hiver dans le Wyoming quand j'avais 11 ans. Elle m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit que je ruinais sa nouvelle famille et elle est partie en plein blizzard, me laissant avec rien d'autre qu'un sac à dos et un téléphone avec 10% de batterie. Mais le truc avec le karma, c'est que ça finit toujours par frapper, et ça fait très mal. Voici ce qui s'est passé. Je suis Peter, un homme de 21 ans. Quand j'étais gamin, je pensais que ma mère était pratiquement une sainte. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, et après ça, mon père, Matt, a plus ou moins disparu. Du moins, c'est ce que ma mère me disait. Ton père se soucie plus de ses actions en bourse que de son propre fils, disait-elle. Je l'ai cru sur parole, car quel enfant de 7 ans remet en question sa mère? Quand j'avais 9 ans, ma mère s'est remariée avec un type, Todd. Il est arrivé avec 2 enfants, Kendall, qui avait 13 ans, et Chase, 12 ans. Dès la première minute, j'ai su que quelque chose clochait. Todd avait cette façon de me regarder comme si j'étais une tache sur son canapé qu'il n'arrivait pas à faire partir. Et ma mère. Elle s'est simplement métamorphosée en tout ce que Todd voulait qu'elle soit. Kendall était le pire genre de méchanceté. Le type qui souriait aux adultes et faisait du bénévolat à l'église, mais qui cassait tes affaires dès qu'il quittait la pièce. Elle supprimait mes devoirs de l'ordinateur familial, puis disait à ma mère que j'étais trop irresponsable pour qu'on me confie la technologie. C'était plus simple. Juste le tyran de base qui aimait me rendre la vie misérable. Mes manettes de Xbox arrêtaient mystérieusement de fonctionner. Les pneus de mon vélo étaient à plat tous les matins. Et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours de ma faute. Les problèmes se sont accumulés rapidement. Les dîners de famille où Todd parlait affaires avec Chase comme s'il construisait un empire, m'ignorant complètement. Les événements scolaires où ma mère se présentait au concert de la chorale de Kendall, mais oubliait mes matchs de baseball, et tout le reste. Je n'étais pas stupide. Je voyais ce qui se passait. Ma mère construisait une nouvelle famille, et j'étais le brouillon qu'elle voulait jeter. Et le pire dans tout ça? J'ai essayé si fort de m'intégrer. J'aidais aux tâches ménagères sans qu'on me le demande. J'avais de bonnes notes, pensant que peut-être ça les rendrait fiers. Je gardais ma bouche fermée quand Todd faisait des commentaires sur mon père, le traitant de raté bon à rien. Je me suis fait tout petit, essayant de prendre moins de place dans une maison qui était censée être aussi la mienne. Todd travaillait dans la vente d'assurance et gagnait bien sa vie. Mais à la façon dont il se comportait, on aurait dit qu'il était Warren Buffett. Il était obsédé par l'image. La famille devait ressembler à un sacré tableau de Norman Rockwell, et je ne cadrais pas avec l'esthétique. Ma mère avait été infirmière avant d'épouser Todd, mais il l'a convaincue de quitter son travail pour se concentrer sur la famille, ce qui signifiait en réalité qu'elle était disponible 24h24 et 7h7 pour répondre à toutes les exigences de Todd. Elle a arrêté de voir ses anciens amis, a cessé de parler à sa sœur qui vivait à 2 villes de là. Son monde entier est devenu Todd et ses enfants. Je me souviens d'une fois, quand j'avais 10 ans. Mon équipe s'était qualifiée pour les finales régionales. J'ai supplié ma mère de venir. Elle a promis. Le jour du match, je n'arrêtais pas de scruter les tribunes. Rien. Nous avons gagné et j'ai frappé le double qui a fait rentrer le point de la victoire. Je suis rentré à la maison, super excité. Elle était en train d'aider Kendall à choisir une robe. Elle n'a même pas demandé comment s'était passé mon match. Quand j'en ai parlé, Todd est intervenu, tout ne tourne pas autour de toi, champion. Apprends à être heureux pour les autres. C'est là que j'ai commencé à compter les points. Notant mentalement chaque fois que j'étais mis de côté, chaque promesse non tenue, chaque moment où il était clair que je me classais quelque part en dessous du chien de la famille. Les choses ont empiré après que Todd et maman ont acheté une nouvelle maison dans un meilleur quartier. C'était un grand moment pour eux, une ascension sociale. 4 chambres. Kendall a eu la plus grande. Chase a eu celle avec la salle de bain attenante. J'ai eu la plus petite chambre, juste à côté du chauffe-eau qui faisait un bourdonnement constant. Todd m'a dit que je devrais être reconnaissant d'avoir un toit sur la tête. La nouvelle maison est venue avec de nouvelles règles. Je n'avais pas le droit d'inviter des amis sans autorisation préalable,
qui était toujours refusée. Je devais manger en silence à moins qu'on ne m'adresse la parole. Ma chambre devait être prête pour l'inspection à tout moment. Todd a commencé à faire des inspections surprises où il mettait ma chambre sens dessus dessous à la recherche de contrebande, puis me forçait à tout nettoyer pendant qu'il regardait. Il n'a jamais rien trouvé, car j'avais 11 ans et la pire chose que je possédais était une bande dessinée avec un personnage en bikini. L'école est devenue mon refuge. Je me suis inscrit à toutes les activités parascolaires que je pouvais trouver juste pour éviter de rentrer à la maison. Baseball, club de sciences, j'ai même proposé mon aide au concierge, Monsieur Pett, pour nettoyer le gymnase après les matchs de basket. Monsieur Pett était un vieil homme qui travaillait à l'école depuis 30 ans. Il a remarqué que je vivais pratiquement là-bas. « T'as pas une maison où aller, mon garçon ?» m'a-t-il demandé un jour. « Si », j'ai dit, « mais j'aime bien être ici. » Il n'a pas insisté, mais il a commencé à me laisser des collations supplémentaires et à me laisser l'aider avec des choses qui n'avaient certainement pas besoin de 2 personnes. Je pense qu'il savait. Il ne voulait juste pas s'impliquer. Puis est arrivée la catastrophe. Pendant les vacances de Noël de ma 6e, Todd parlait depuis des mois de ce grand voyage au ski en famille à Hawaï. Kendall et Chase n'arrêtaient pas d'en parler. Maman m'a acheté un manteau d'hiver chez Goodwill et m'a dit de commencer à faire mes valises. J'étais prudemment optimiste. Peut-être que ce voyage serait différent. J'aurais dû m'en douter. Le voyage était prévu pour la semaine après Noël. Nous nous sommes entassés dans le suburban de Todd à 5 heures du matin. Il faisait encore nuit et il commençait à neiger. Todd avait une playlist de rock classique qu'il mettait assez fort pour rendre toute conversation impossible, ce qui m'allait très bien. Nous conduisions depuis peut-être 90 minutes quand Todd s'est arrêté à une aire de repos juste au nord de Cheyenne, dans le Wyoming. Le centre d'accueil du Wyoming sur l'Interstate 25, un endroit qui semblait au milieu de nulle part même si nous étions près de la frontière de l'État. Juste un bâtiment avec des toilettes, quelques distributeurs automatiques et un parking entouré de plaines ouvertes. La neige tombait drue à ce moment-là. « Pause toilette », a annoncé Todd. « Faites vite. » Tout le monde est sorti sauf moi. J'étais à moitié endormi à l'arrière. Maman a ouvert la portière et m'a dit de sortir pour me dégourdir les jambes. J'ai attrapé mon sac à dos, pensant que nous remonterions dans la voiture dans quelques minutes. Todd, Kendall et Chase sont entrés dans le bâtiment. Maman est restée là dans le froid avec moi. Elle avait l'air nerveuse, jetant des regards au bâtiment de l'aire de repos, puis à moi, puis à son téléphone. « Maman, ça va ? Peter, j'ai besoin que tu m'écoutes. » Sa voix est devenue grave. « Nous ne t'emmenons pas à Hawaï. » Todd pense. « Nous pensons tous qu'il vaut mieux que tu ne fasses pas partie de ce voyage. Tu es assez grand pour te débrouiller maintenant. Les coordonnées de ton père sont dans ton sac à dos. Débrouille-toi. » Je suis resté là, planté. Les mots ne faisaient pas sens. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je ne comprends pas, tu ne viens pas avec nous. Todd a dit que c'est trop compliqué de t'avoir là-bas. Ses enfants ont besoin de ce temps pour se rapprocher en tant que famille. Et toi ? Tu rends tout plus difficile. Je ne peux plus gérer ça. Gérer quoi ? Je n'ai rien fait. Tu es juste toujours là, Peter. Toujours à avoir besoin de quelque chose. Toujours à rendre les choses tendues. Tu nous empêches d'être la famille que nous sommes censés être. Le vent hurlait. Mes doigts commençaient déjà à s'engourdir. Maman, il gèle ici. Je ne sais même pas où on est. Tu as ton téléphone. Débrouille-toi, comme le ferait ton père. Sa voix est devenue froide. Ce n'était même plus ma mère. Peut-être que ça t'apprendra à être moins un fardeau. J'ai entendu la porte de l'aire de repos s'ouvrir. Todd est sorti avec Kendall et Chase derrière lui. Tous me regardaient avec des expressions bizarres. Chase souriait en coin. Kendall avait son téléphone sorti comme si elle filmait la scène. Todd s'est approché. Il m'a regardé et a dit, « Tu as quoi, 11, 12 ans ? À ton âge, je livrais des journaux et je m'occupais de moi-même. Tu as été assez choyé. Il est temps de grandir. Mais je ne sais pas comment rentrer d'ici. C'est tout l'intérêt, champion. La vie ne te donne pas un itinéraire. Tu te débrouilles ou tu ne te débrouilles pas, Chesari. Maman, on peut y aller ? Il fait froid et il rend ça super gênant. J'ai regardé ma mère, la femme qui était censée me protéger.
Maman, s'il te plaît. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal. Je serai meilleur. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Pendant une seconde, j'ai cru voir du doute. Peut-être de la culpabilité. Mais ensuite, Todd a posé sa main sur son épaule et elle s'est redressée. Arrête d'être si dramatique. Tu n'es plus un bébé. Appelle ton père. C'est pour ton bien, Peter. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Ils ont commencé à retourner vers le suburban. Je ne pouvais plus bouger. Mon cerveau était en court-circuit, essayant de donner un sens à ce qui se passait. J'avais peur, j'étais choqué. Maman! Ai-je crié. Elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas, Todd a ouvert la portière du conducteur. Monte, Lydia. Il va bien. Elle est montée dans la voiture. J'ai couru après eux, glissant sur le trottoir verglacé. Maman, attends. S'il te plaît. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi. Le moteur a démarré. Todd a reculé de la place de parking. Je frappais à la vitre et je pouvais voir le visage de ma mère. Elle pleurait, mais elle ne l'a pas arrêté. Je suis resté dans ce parking à regarder les feux arrière disparaître dans la neige jusqu'à ce que je ne les voie plus. Puis je suis resté là plus longtemps, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Le vent était brutal. Je portais un jean et un sweat à capuche sous le manteau de Godwill, mais ce n'était pas suffisant. Pas pour rester dehors dans un blizzard. Mon téléphone indiquait qu'il faisait moins 11 degrés. Ma batterie était à 8%. Je suis entré dans le bâtiment de l'aire de repos. C'était aussi déprimant à l'intérieur que de l'extérieur. Lumière fluorescente, carrelage qui n'avait pas été nettoyé depuis des semaines, et cette odeur bizarre d'air de repos, un mélange de nettoyant industriel et de désespoir. Il y avait un type d'une 50aine d'années derrière un comptoir de service, à moitié endormi, un camionneur qui prenait un café à un distributeur, et 2 autres personnes dans les toilettes. Je me suis assis sur un banc et j'ai ouvert mon sac à dos. Il y avait une note sur le dessus de mes affaires, de l'écriture de ma mère, Matt Donovan, ton père. Bonne chance. Le numéro était là, sous son nom. C'était tout. Pas d'argent, pas d'explication, juste un numéro de téléphone pour un homme à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans. Le camionneur est passé, puis s'est arrêté. Un grand gaillard, probablement un M95, avec une barbe et une veste Carhartt. Il m'a regardé, a regardé mon sac à dos, puis mon visage. Ça va, gamin? Oui, ça va. Mouais. Où sont tes parents? Je n'ai rien dit. Il est revenu et s'est assis sur le banc à côté de moi. Je m'appelle Eddie. Je conduis des camions depuis 23 ans et j'en ai vu des choses. Le fait que tu te fasses abandonner, c'est clairement une de ces choses. Je ne suis pas, garde tes salades, gamin. J'ai tout vu de l'intérieur. J'ai vu ta mère te laisser ici. C'est dégueulasse. T'as appelé les flics? Non. T'as quelqu'un que tu peux appeler? J'ai regardé le papier. Peut-être. Je ne sais pas, il a sorti son téléphone et me l'a tendu. Le tien est sur le point de mourir, non? Utilise le mien, appelle la personne sur ce papier. Mes mains tremblaient, et pas seulement à cause du froid. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 4 fois. J'allais raccrocher quand quelqu'un a décroché. Matt Donovan. La voix était familière d'une manière qui m'a fait mal au ventre. Papa? Longue pause. Peter, c'est toi. Oui, c'est moi. Mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Toute l'histoire est sortie d'un coup, de manière décousue. Le voyage, l'air de repos, maman et Todd qui me laissaient. Eddie est resté assis là tout le temps, hochant la tête de temps en temps comme si cela confirmait tout ce qu'il suspectait déjà de l'humanité. Quand j'ai fini, papa est resté silencieux une seconde. Puis, quel est le nom de l'aire de repos? Eddie s'est penché. Dis-lui Wyoming Welcome Center, direction nord sur LI 25, environ 15 km après la frontière Colorado-Wyoming. Je l'ai répété. Peter, écoute-moi. Je viens te chercher. Ne bouge pas de cet endroit. Reste à l'intérieur où il fait chaud. Trouve un adulte de confiance et reste près de lui. Je serai là dans 90 minutes. Tu es dans le Colorado? Oui, à Denver.
Je monte dans ma voiture tout de suite. Reste en ligne avec moi jusqu'à ce que je sois sur la route. J'ai entendu des portières de voiture, un moteur qui démarre, des pneus sur le bitume. Pendant tout ce temps, papa me parlait d'une voix calme et stable, me disant que tout irait bien, qu'il avait toujours essayé de me retrouver. Eddie s'est levé et est allé au comptoir. Il est revenu avec 2 tasses de chocolat chaud du distributeur. Nous sommes restés assis là pendant que je parlais à papa, et Eddie est juste resté. Il s'est juste assuré que je n'étais pas seul. Après environ 30 minutes, papa a dit, « Peter, j'ai besoin que tu donnes le téléphone à l'homme qui est avec toi. » J'ai donné le téléphone à Eddie. Il s'est présenté, a confirmé l'emplacement et a eu une courte conversation où il s'est en gros porté garant de papa. Quand il m'a rendu le téléphone, papa a dit, « Eddie va rester avec toi jusqu'à ce que j'arrive. » C'est un type bien. 90 minutes, d'accord? Fidèle à sa parole, Eddie est resté. Nous avons parlé de camions, de baseball, de choses sans importance. Juste pour m'empêcher de sombrer. Le type derrière le comptoir a sorti une couverture de quelque part et m'a dit que le chauffage dans le bâtiment n'était pas génial, mais que je pouvais attendre. 87 minutes après l'appel téléphonique, des phares sont entrés dans le parking. Un Range Rover noir, allant beaucoup trop vite, dérapant légèrement sur la glace avant de s'arrêter juste devant le bâtiment. La portière s'est ouverte et mon père est sorti. Je ne l'avais pas vu depuis 4 ans. Il avait l'air plus vieux, plus de gris dans les cheveux, mais il avait le même visage dont je me souvenais quand j'avais 7 ans. Et quand il m'a vu à travers la vitre, son expression s'est brisée. Il est entré et j'ai couru vers lui. Il m'a pris dans une étreinte qui m'a donné l'impression d'être arraché au bord d'une falaise. Il tremblait. « Je suis là », a-t-il dit. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. » Eddie s'est levé. « Monsieur Donovan. » Papa a hoché la tête, gardant un bras autour de moi. Merci d'être resté avec lui. Sérieusement, merci. Pas de problème. Les State Troopers sont passés il y a environ 20 minutes. Je leur ai donné mes informations de permis et ma déclaration. Ils ont dit que les lecteurs de plaques ont repéré ce suburban se dirigeant vers le nord sur LI 25 à peu près à l'heure que vous avez indiquée. Ils ont tout documenté. La mâchoire de papa s'est crispée. Bien. Nous aurons besoin de tout ça. Il a serré la main d'Eddie, puis m'a guidé jusqu'à la voiture. Le chauffage était à fond. Les sièges en cuir semblaient luxueux. Il y avait une couverture sur le siège passager que papa a enroulé autour de moi. En quittant l'aire de repos, j'ai regardé ce bâtiment et je me suis fait une promesse. Je ne serai plus jamais aussi impuissant. Et ma mère allait regretter ça plus que tout ce qu'elle avait jamais fait dans sa vie. Le trajet de retour à Denver a duré environ 1h30, et papa a passé la plupart du temps au téléphone avec des avocats. J'ai saisi des bribes, abandon d'enfants, mise en danger, garde d'urgence, ordonnance restrictive. Il déplaçait des pièces sur un échiquier que je ne pouvais pas encore voir entièrement. Quand il n'était pas au téléphone, il jetait un coup d'œil vers moi. « Tu as faim, gamin ?» J'ai hoché la tête. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner près de l'autoroute. C'était le milieu de la matinée, mais l'endroit était ouvert et bondé pour le petit déjeuner. Papa m'a commandé le plus gros petit déjeuner du menu. Je l'ai dévoré pendant qu'il buvait un café noir. J'ai essayé de te trouver, a-t-il finalement dit. Après que ta mère et moi nous soyons séparés, elle a rendu les choses impossibles. Elle a changé de numéro, a déménagé sans me le dire, a déposé une ordonnance restrictive prétendant que j'étais dangereux. La justice l'a cru. Je paie une pension alimentaire depuis 4 ans à une adresse qui n'est même pas la tienne. Mes avocats se battent juste pour savoir où tu étais. Elle m'a dit que tu ne voulais pas de moi, que tu avais choisi l'argent plutôt que la famille. C'est absurde. J'essaie de te récupérer depuis le jour où elle t'a emmené. Il a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Une chambre dans sa maison qui était clairement destinée à un enfant. Ta chambre, a-t-il dit, elle t'attend depuis 4 ans. Des cadeaux d'anniversaire empilés dans un placard, emballés et datés. La preuve de chaque tentative pour me joindre. Chaque lettre retournée, chaque requête au tribunal rejetée. Pourquoi n'es-tu pas simplement venu me chercher? Parce que je serais allé en prison, et alors je n'aurais pas pu t'aider du tout. L'ordonnance restrictive était blindée. Si je l'avais violée, ta mère m'aurait enterré, et je ne t'aurais plus jamais revu. Il a fait une pause. Mais c'est fini maintenant.
Elle m'a donné tout ce dont j'avais besoin ce matin. Mes avocats vont la crucifier. Nous sommes arrivés à Denver vers 11 heures. La maison de papa était à Cherry Creek, un quartier chic avec des maisons immenses et des jardins parfaits. Sa maison était moderne, tout en verre et en acier avec des lignes épurées, un garage avec 4 voitures, dont une Porsche et une Tesla. Ce n'était pas le raté sans le sou que maman avait décrit. Ta chambre est au 3e étage, a dit papa. Je vais te montrer. La chambre était immense. Un lit king size, une télévision géante, un bureau avec un PC de jeu qui avait l'air tout neuf, des bibliothèques, un dressing. Il y avait un balcon avec vue sur la ville. Sur le bureau, il y avait une photo encadrée de moi et papa quand j'avais 6 ans à un match des Rockies. Repose-toi, a dit papa. Demain, on commence à réparer tout ça. J'ai dormi comme une masse. Quand je me suis réveillé, c'était le début de soirée et il y avait des voix en bas. J'ai trouvé papa dans son bureau avec 2 autres personnes, une femme en tailleur chic qui s'est présentée comme Catherine, son avocate principale, et un type nommé Dean, qui s'est avéré être un détective privé. Il montait un dossier, pas seulement pour la garde, mais pour tout. Des poursuites pénales contre maman et Todd. Fraude financière, abus émotionnels. Ils avaient déjà extrait des dossiers, des paiements de pensions alimentaires, des bulletins scolaires, des dossiers médicaux. Catherine expliquait exactement comment ils allaient démanteler la vie de maman, pièce par pièce. Votre mère a commis une erreur critique, a dit Catherine. Elle a commis un crime avec un témoin. Eddie a déjà fait une déclaration à la patrouille de l'État du Wyoming. L'aire de repos a des caméras de sécurité qui ont filmé toute la scène. Le véhicule de Todd a été signalé par les lecteurs de plaques du département des transports. Les registres d'appel au 911 montrent la chronologie exacte. Et la fille de Todd, Kendall, a filmé une partie de l'incident et l'a postée sur les réseaux sociaux. Elle l'a déjà supprimé, mais nous avons des captures d'écran. Dean a ouvert son ordinateur portable et m'a montré. La vidéo de Kendall avait été partagée des dizaines de fois avant qu'elle ne la retire. Les commentaires la traitaient de sociopathe, traitaient ma mère de mère terrible, et Todd de salaud. Nous déposons une demande de garde d'urgence aujourd'hui, a dit Catherine. Votre mère recevra les papiers dans les prochaines heures. Et pour Todd? Ordonnance restrictive. Il ne pourra pas s'approcher à moins de 500 mètres de vous. Dean s'est penché en avant. Gamin, j'ai besoin de te poser quelques questions sur la façon dont il te traitait. Je sais que ce n'est pas facile, mais tout ce que tu me diras aidera à monter le dossier. Alors, je leur ai tout raconté, absolument tout. Catherine prenait des notes. Dean enregistrait. Et pour la première fois, quelqu'un traitait cette situation comme la chose horrible qu'elle était. Papa est resté assis à côté de moi tout le temps. Plus je parlais, plus il devenait en colère. Quand nous avons fini, Catherine s'est levée. D'accord, nous en avons assez. Matt, ne dis pas à Lydia où tu habites pour l'instant. Nous nous occupons du côté juridique. Votre fils est en sécurité maintenant, mais les prochaines semaines vont être intenses. Elle s'est trompée sur ce dernier point. Car ma mère s'est effondrée plus vite qu'un château de cartes. Le premier appel de maman est arrivé 6 heures après qu'elle ait reçu les papiers. J'étais dans la cuisine en train de manger avec papa quand son téléphone a sonné. Il l'a mis sur haut-parleur. Matt, qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as aucun droit de me priver de mon fils. La voix de papa était glaciale. Ton fils? Celui que tu as abandonné sur une aire de repos en plein blizzard? Ce fils-là? Ce n'était pas comme ça. Il y a eu un malentendu. Todd pensait. Il y a une vidéo, Lydia. Un témoin. Et ta belle-fille a tout posté en ligne. Tu as commis un crime. Silence à l'autre bout. Puis, je veux parler à Peter. Non. C'est mon fils. À quand remonte la dernière fois que tu as agi comme sa mère? J'ai entendu sa voix se briser. Matt, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Laisse-moi lui parler. On peut arranger ça. Papa m'a regardé. J'ai secoué la tête. Il ne veut pas te parler. Et je ne lui en veux pas. Tu as 2 choix, Lydia. Soit tu coopères pour le transfert de la garde et peut-être, je dis bien peut-être, je ne pousserai pas pour les peines pénales maximales, soit tu te bats et je t'enterrerai. Qu'est-ce que ce sera? Plus de silence, puis des sanglots. Puis juste.
Puis-je s'il te plaît lui parler juste une minute? J'ai pris le téléphone. Quoi? Peter, mon chéri, je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. Todd me mettait la pression et Tu m'as laissé dans le froid. Maman, tu m'as regardé pleurer et te supplier et tu es parti quand même. Je sais. Je sais. Et je suis tellement désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Je suis à la maison, ai-je dit avant de raccrocher et de rendre le téléphone à papa. Mes mains ne tremblaient même pas. Je ne ressentais rien. Au cours de la semaine suivante, le dossier contre maman et Todd a pris de l'ampleur. Dean déterrait des saletés comme si c'était son super pouvoir. Il s'est avéré que Todd avait un passif. Ce n'était pas la première fois qu'il manipulait une partenaire pour qu'elle abandonne ses enfants. Son premier mariage s'était terminé après que son ex-femme ait perdu la garde de sa fille d'une relation précédente. Todd l'avait convaincu que la fille l'effraie. L'ex-femme, Claudia, a donné à Dean une déclaration sous serment détaillant le mode opératoire de Todd. Mais la vraie bombe a éclaté lorsque Dean a découvert les affaires financières. Todd vidait les comptes bancaires de maman depuis des années. La pension alimentaire que papa payait? Todd l'a détournée pour payer l'école privée de Kendall et la ligue de hockey de Chase. Rien de tout ça n'a été utilisé pour moi. Catherine a porté plainte pour fraude. Les dossiers scolaires montraient que maman avait manqué toutes les réunions parents-professeurs pour moi, mais avait assisté à toutes celles des enfants de Todd. Mes professeurs ont témoigné des plaintes qu'ils avaient déposées auprès du conseiller d'orientation de l'école concernant mon comportement renfermé et les signes évidents de négligence émotionnelle. Le conseiller a admis qu'il avait appelé les services de protection de l'enfance 2 fois, mais Todd les avait embobinés en leur faisant croire que tout allait bien. Les dossiers étaient minces, principalement constitués des assurances de Todd que je m'adaptais à la famille recomposée et que tout problème de comportement était traité par une discipline appropriée. Les preuves ne cessaient de s'accumuler. Des SMS entre maman et Todd où il me qualifiait de « problème » et suggérait de me « retirer de l'équation ». Des emails entre Todd et Kendall où il plaisantait sur le fait de me rendre la vie misérable. Les images de sécurité de l'aire de repos montrant toute la scène. Maman a essayé de prétendre que Todd l'avait manipulé, mais Catherine a démoli cet argument en soulignant que maman avait eu 2 occasions d'arrêter ce qui se passait, lorsque Todd a suggéré de me laisser, et lorsque je la suppliais littéralement de ne pas le faire. Elle l'a choisi les 2 fois. Le tribunal a accordé à papa la garde d'urgence complète lors d'une audience préliminaire. Maman n'était autorisée qu'à des visites supervisées en attendant une enquête criminelle. Todd a été frappé d'une ordonnance restrictive et de poursuites pénales pour mise en danger d'enfants et fraude. Quand maman est revenue à la maison après l'audience, elle a trouvé ma chambre complètement vide. Papa avait engagé une entreprise de déménagement pour emballer toutes mes affaires pendant qu'elle était au tribunal. Mais le vrai coup de grâce l'attendait sur la table de la cuisine, un dossier avec des papiers juridiques. Papa la poursuivait pour 4 ans de pension alimentaire volée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, aliénation parentale et environ 6 autres chefs d'accusation que Catherine avait imaginés. La demande initiale était de 440 000 € de dommages et intérêts et de restitution. Maman avait peut-être 28 000 € d'actifs. Todd en avait encore moins. Todd, à son crédit, a fait exactement ce que tout le monde avait prédit. Dès que les choses sont devenues juridiquement compliquées, il a pris la fuite. Il a demandé le divorce de maman avant que l'encre ne soit sèche sur les papiers de garde, la laissant seule avec toutes les accusations criminelles et le procès. Choquant. Kendall et Chase sont allés vivre avec Claudia, l'ex-femme de Todd, qui était apparemment ravie de les accueillir. Claudia a contacté papa et a proposé de témoigner sur les tactiques de manipulation de Todd. Elle et Kendall m'ont même contacté séparément pour s'excuser. Non pas que ça ait arrangé quoi que ce soit, mais au moins, elles ont essayé. En l'espace de 2 semaines, toute la vie de maman s'est effondrée. Elle a perdu son enfant, son mari, sa maison, ses économies. L'entreprise de Todd l'a licenciée lorsque les accusations sont devenues publiques, car les compagnies d'assurance n'aiment pas avoir des criminels dans leurs effectifs. Maman n'avait pas les moyens de se payer un bon avocat, alors elle a eu un défenseur public qui lui a conseillé d'accepter un accord de plaidoyer. Elle l'a accepté, a plaidé coupable de mise en danger d'enfants, a obtenu 2 ans de probation, une thérapie obligatoire et un casier judiciaire. Le juge l'a démolie lors du prononcé de la peine, lui disant qu'elle avait échoué à la responsabilité la plus fondamentale d'un parent et qu'elle avait de la chance de ne pas aller en prison. Papa n'a même pas eu besoin de pousser pour les peines maximales.
La vie avec papa était surréaliste. Non pas parce que c'était le grand luxe, bien que cela ait aidé, mais parce que c'était normal de toutes les manières qui comptaient. Il préparait le petit déjeuner, me demandait comment s'était passée ma journée, venait à mes matchs de baseball, m'aidait avec mes devoirs. C'étaient les choses banales et régulières qui m'avaient manqué pendant 4 ans. Mais oui, le luxe, ce n'était pas pour me déplaire. Papa dirigeait une entreprise de logistique appelée Donovan Transport Solutions. Il l'avait bâtie à partir de rien pour en faire une entreprise qui gérait le fret, l'entreposage et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour des fabricants, des détaillants et des centres de distribution dans tout l'ouest montagneux. L'entreprise valait des millions de dollars et papa en possédait 60%. Il n'était pas riche comme un milliardaire, mais il était riche au point de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Il m'a inscrit à la Denver Academy, une école privée où les installations étaient plus belles que la plupart des universités. Il a engagé un tuteur à plein temps pour m'aider à rattraper tout mon retard accumulé chez maman. Le baseball est devenu mon exutoire. Papa m'a fait entrer dans la meilleure équipe de club de Denver, les Rocky Mountain Riptide. Les entraîneurs étaient d'anciens joueurs universitaires qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Je suis passé d'un joueur décent à l'un des meilleurs de l'équipe. Arrêt court, une moyenne à la batte de .380, réalisant des actions qui m'ont fait remarquer par les recruteurs. Et papa venait à chaque match, s'asseyait dans les gradins avec son ordinateur portable de travail, prenant des appels entre les manches, mais toujours là. Après les matchs, nous allions dans un restaurant de hamburgers et analysions ce qui s'était bien passé, ce que je pouvais améliorer. Maman a essayé d'organiser des visites supervisées. J'ai refusé chacune d'entre elles. Le tribunal ne pouvait pas me forcer. À 11 ans, ma préférence avait du poids. La superviseure qui leur avait été assignée, une femme nommée Madame Hale, a dit que maman semblait sincère dans son remords et pensait que je devrais lui donner une chance. Je lui ai dit qu'un remords sincère aurait consisté à ne pas partir en voiture en premier lieu. Environ 3 mois après avoir emménagé avec papa, il m'a pris à part pour une conversation. Il a dit, « Je veux que tu rencontres quelqu'un. Elle s'appelle Alexis. C'est ma meilleure amie et elle meurt d'envie de te rencontrer. » Alexis était la sœur cadette de Catherine et l'associée de papa. Elle dirigeait les opérations de Donovan Transport pendant que papa s'occupait de la stratégie et des ventes. Elle était brillante, drôle et me traitait bien. « Ton père n'arrêtait pas de parler de toi », m'a-t-elle dit lors de notre rencontre. Pendant 4 ans, c'était mon fils ceci et Peter cela. Honnêtement, c'était agaçant. Tu as intérêt à être à la hauteur de la réputation. Je l'ai immédiatement apprécié. Papa ne sortait pas avec Alexis, mais elle était clairement son amie la plus proche. Elle avait été là pendant le divorce, la perte de la garde, les années de lutte pour me récupérer. Quand papa avait besoin que quelqu'un lui dise qu'il n'était pas fou de dépenser des centaines de milliers d'euros en avocat, Alexis était cette personne. Elle avait aussi un fils, Lucas, qui avait 13 ans. Nous nous sommes liés d'amitié grâce aux jeux vidéo et au fait que nous avions tous les deux des situations familiales compliquées. Son père s'était barré quand il était bébé et Alexis l'avait élevé seul tout en construisant sa carrière. Le gamin était cool, il m'a appris à faire du skateboard, m'a fait découvrir de la meilleure musique et avait un sens de l'humour peint sans rire qui rendait tout plus drôle. Grâce à Lucas, j'ai commencé à me construire un véritable groupe d'amis. Des enfants de l'école, du baseball, du quartier. Pour la première fois, j'avais des gens qui voulaient passer du temps avec moi parce qu'ils m'aimaient vraiment. C'était incroyable. La vie a trouvé son rythme. L'école, le baseball, traîner avec Lucas, les dîners avec papa et qui que ce soit qui l'invitait. Le week-end, nous allions voir les matchs des Broncos, nous faisions du ski ou nous regardions simplement des films à la maison. Papa m'a appris à conduire sur le parking vide de son bureau. Alexis m'a appris à cuisiner des repas de base pour que je ne meure pas de faim à l'université. Chris, le tuteur, m'a aidé à prendre de l'avance à l'école pour que je puisse suivre des cours avancés. Je m'épanouissais vraiment. Pendant ce temps, la vie de maman continuait de s'effondrer. Le divorce avec Todd l'a complètement ruinée. Elle a perdu la maison, a déménagé dans un appartement dans une partie rurale de la ville et cumulé 2 emplois pour essayer de payer ses dettes juridiques. Papa aurait pu pousser le procès de 440 000 € jusqu'au bout. Mais Catherine a négocié un jugement stipulé pour 260 000 €, plus une reconnaissance formelle de méfaits que maman a dû signer. Même ce montant mettrait des décennies à être remboursé par maman. Kendall m'a recontacté quand j'avais 13 ans. Elle en avait alors 17, vivait avec sa mère, Claudia,
et semblait vraiment différente, moins cruelle, plus consciente des dégâts qu'elle avait causés. Elle m'a envoyé un long message s'excusant pour tout. Todd a passé des années à nous dire, à Chase et à moi, que les beaux enfants étaient une menace pour la stabilité familiale, a-t-elle écrit. Il nous coachait littéralement sur ce qu'il fallait dire pour que tu te sentes indésirable. Je sais que ça n'excuse rien. J'étais assez grande pour savoir mieux, mais je voulais que tu saches que je suis vraiment désolé. Nous nous sommes vus une fois. Papa est venu avec moi. Kendall est venu avec Claudia, qui s'est immédiatement excusée pour tout ce que Todd avait fait. Kendall a pleuré pendant la majeure partie de la conversation. Elle m'a parlé des abus de Todd après mon départ. Comment, sans bouc émissaire, il s'en était pris à elle et à Chase. Critiques constantes, normes impossibles, guerre psychologique conçue pour les maintenir désespérément en quête de son approbation. Les services de protection de l'enfance sont intervenus après qu'un enseignant ait signalé des bleus sur Chase. C'est à ce moment-là que Claudia s'est battue pour la garde et a gagné. Kendall a dit, « Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que tu as eu raison de partir quand tu l'as fait. » Je ne lui ai pas pardonné. Pas vraiment, mais j'ai compris. Todd était un prédateur et nous avions tous été ses victimes de différentes manières. Chase ne m'a jamais contacté, mais j'ai entendu par Kendall qu'il avait des difficultés. Les dommages psychologiques étaient profonds. Claudia l'avait mis en thérapie, mais le chemin était long. J'avais 16 ans quand j'ai décidé de revoir maman. Non pas parce que je lui avais pardonné ou que je la voulais de retour dans ma vie, mais parce que j'avais besoin de tourner la page. Et honnêtement, je voulais qu'elle voie ce qu'elle avait perdu. À ce moment-là, je mesurais un M82, j'étais capitaine de l'équipe de baseball, j'avais d'excellentes notes et je recevais des lettres de recrutement d'université de première division. Papa avait étendu son entreprise à 3 villes. J'avais passé l'été en stage dans son bureau, apprenant le métier. J'avais des amis, un avenir qui s'annonçait radieux. Tout ce dont elle avait essayé de me priver, je l'avais accompli sans elle. J'ai pris contact par l'intermédiaire de Madame Hale, l'ancienne superviseure. Elle a organisé la rencontre. Lieu neutre, un dîner dans le centre de Denver. J'y suis allé seul dans la BMW que papa m'avait achetée pour mes 16 ans. Maman était déjà là quand je suis arrivé. Elle paraissait plus vieille que ses 45 ans, vêtue de la blouse de son travail d'infirmière dans un centre de soins d'urgence bon marché. Elle était retournée à son métier après le départ de Todd, mais il était clair que les années avaient été brutales. Elle s'est levée quand elle m'a vu, a commencé à s'avancer pour me prendre dans ses bras. Je n'ai pas bougé. Elle a compris le message et s'est rassise. « Tu as l'air en forme, mon fils », a-t-elle dit. « Merci. J'ai suivi tes statistiques de baseball en ligne. Tu es vraiment talentueux. J'ai vu que tu avais été recruté par. Qu'est-ce que tu veux, maman ? Elle a tressailli. Je voulais juste te voir. Ça fait si longtemps. Tu m'as tellement manqué. 4 ans. La même durée pendant laquelle tu m'as tenu éloigné de papa. Je sais. Et je suis désolé. Je me suis excusé 1000 fois, Peter. J'ai fait une terrible erreur. Tu as fait de multiples choix pendant des années. Elle a baissé les yeux. Todd était très manipulateur. Il m'a convaincu que tu étais le problème. Que les choses iraient mieux si. N'accuse pas Todd. Tu es une adulte. Tu savais ce que tu faisais chaque fois que tu le choisissais à ma place. Tu as raison. Je sais que tu as raison. J'essayais juste de faire fonctionner mon mariage. Je ne voulais pas échouer à nouveau. Alors tu as sacrifié ton enfant à la place. Bel échange. Elle s'est mise à pleurer. Ça ne m'a pas ému, pas le moins du monde. C'était pathétique. Je pense à cette nuit tous les jours, a-t-elle sangloté, en m'éloignant de cette aire de repos, en te regardant dans le rétroviseur. Je voulais m'arrêter. Je voulais faire demi-tour. Mais tu ne l'as pas fait. Mais je ne l'ai pas fait. Et je le regretterai pour le reste de ma vie. Bien. Comme tu le devrais. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. J'ai tout perdu, Peter. Mon mariage, ma maison, mes économies. Todd a tout pris et est parti. Je travaille 60 heures par semaine juste pour payer les frais de justice. Je vis dans un T1 avec 2 colocataires. Je n'ai rien. Oui, c'est ce qui arrive quand on abandonne son enfant. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je suis ta mère.
Ça doit bien compter pour quelque chose. Je me suis adossé à ma chaise. C'était le moment auquel je pensais depuis 4 ans. La chance de lui dire exactement ce que je ressentais. Tu sais ce qui est fou? Je ne te déteste même pas. Je l'ai fait pendant un certain temps, mais j'ai surmonté ça. Maintenant, je ne ressens plus rien. Tu es comme une étrangère qui a fait quelque chose de mal à un gamin que j'étais autrefois. Ce gamin n'existe plus. C'est papa qui m'a élevé. Alexis et Lucas sont devenus ma famille. J'ai construit une vie qui n'a rien à voir avec toi. Peter. Je suis venu ici parce que je voulais que tu vois ce que tu as manqué. Je vais à Stanford avec une bourse de baseball. Je vais probablement jouer en professionnel. Papa me forme pour reprendre son entreprise si je le souhaite. J'ai tout ce que tu m'as dit que je n'aurais jamais parce que j'étais trop de problèmes. Et toi, tu n'as rien. Mon fils, ne fais pas ça. C'est cruel. C'est juste. Elle a sangloté plus fort. Je veux juste une autre chance de te montrer que j'ai changé. Et pourquoi? Pour que tu te sentes mieux dans ta peau? Pour que tu puisses dire aux gens que tu as une relation avec ton fils? Je ne te dois pas ça. Je ne te dois rien. Je me suis levé. Elle m'a attrapé le poignet. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne me ferme pas la porte pour toujours. J'ai retiré mon bras. C'est toi qui t'es fermé la porte la nuit où tu es parti. Ce n'est pas moi qui suis cruel, maman. C'est moi qui me protège de quelqu'un qui a prouvé qu'elle me jetterait à la seconde où ce serait pratique. J'espère que tu trouveras la paix, ou quoi que ce soit d'autre. Mais tu ne la trouveras pas à travers moi. Je suis sorti et je suis rentré chez moi. Maintenant, des années ont passé. J'ai 21 ans. Un diplôme de Stanford en informatique et en commerce. 4 saisons de baseball universitaire et une prime à la signature avec l'équipe de développement des Rockies. L'entreprise de papa est entrée en bourse l'année dernière et j'en possède 5%. La vie est plutôt belle. Je sors avec quelqu'un que j'aime vraiment. J'ai une maison que j'ai achetée avec ma prime à la signature. J'ai un chien nommé Rookie qui est bête comme ses pieds, mais loyal comme pas deux. Papa et moi dînons ensemble une fois par semaine. Alexis et Lucas me semblent toujours plus proches de ma famille que maman ne l'a jamais été. Todd a complètement disparu. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vivait en Floride et travaillait comme commercial pour une société de mutuelle santé. Kendall s'est marié et semble bien se porter. Chase a toujours des difficultés, mais il est en vie et essaie. Maman a essayé de me contacter quelques fois de plus au fil des ans. Un SMS d'anniversaire que j'ai laissé non lu. Une tentative de se présenter à ma remise de diplôme universitaire que la sécurité du campus a gérée. Une lettre quand j'ai signé avec les Rockies, me félicitant et me demandant si nous pouvions renouer le contact. Je n'ai jamais répondu. Les dernières nouvelles que j'ai eues par un membre de la famille, c'est que sa santé se dégrade. Les médecins disent que son foie est en train de lâcher à cause d'années de consommation excessive d'alcool. Malgré tout, cela ne change rien. Il s'avère que tout le monde a eu exactement ce qu'il méritait. Et voilà mon histoire, Reddit. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Écrire tout ça a été très thérapeutique. Ciao. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous avez accroché à cette histoire, éclatez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube que cette vidéo mérite de devenir virale.